Merci d'être venu à la deuxième édition de l'événement Ville biomimétique, Ville de demain. Ville biomimétique, une ville qui s'inspire du vivant. Bios égale vie, mimésis, imiter. Alors vous pourrez, après les conférences, aller, si vous l'avez fait déjà, aller voir notre exposition qui introduit le biomimétisme et qui vous parle de la ville de demain, et j'espère de plus en plus aujourd'hui, qui s'inspire du vivant, des grandes lois du vivant. Donc c'est un urbanisme reconfiguré, c'est une architecture nouvelle, et nous avons la chance aujourd'hui d'inviter Vincent Calbeau qui fera une conférence à 16h30. Je vous incite tous à rester pour l'entendre. C'est aussi des transports revus, c'est la place de la nature tout simplement dans la ville qui est complètement revue elle aussi. Alors aujourd'hui, nous avons 3 conférences de haut vol et nous avons l'honneur d'inviter Gilles Boeuf qui s'amuse avec son ordinateur, que voici, que le monde appelle écologue optimiste. Voilà. Gilles Boeuf est président du Muséum national d'histoire naturelle, professeur à l'université Pierre et Marie Curie, professeur invité au Collège de France. Et ce qui nous a beaucoup plu, hormis le fait que l'on se soit vu l'année dernière à Senlis, où il nous avait fait une présentation extrêmement intéressante, c'est que sa leçon inaugurale au Collège de France, c'est de l'océan et la forêt à la cité. Et c'est tout notre propos ici, c'est que la cité, la ville dans laquelle nous vivons, découle de ce monde primordial qu'est l'océan et la forêt. Alors Gilles Boeuf vous en parlera évidemment beaucoup mieux que moi, et vous dévoilera à travers cette conférence toute la richesse de la biodiversité et les promesses de la bio-inspiration qui en découlent. Voilà, donc je vais lui laisser la parole, et je vous remercie donc pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc, on m'a déjà un petit peu présenté. Donc, moi, je suis un chercheur qui fait la recherche fondamentale. Au départ, je suis endocrinologue, c'est mon métier de base. Et puis, en 2001, je lis. Donc, j'ai passé 2 thèses, comme on passait à l'époque, bien sûr. J'ai fait ça à Bordeaux 1, et ensuite, j'ai fait ma thèse. J'ai toujours été un marin. Je suis passé de Brest, de Roscoff à Bagnols-sur-Mer, un petit village catalan où je pars tout à l'heure là. Où j'ai été 10 ans directeur d'un gros laboratoire d'océanographie et je continue à être affecté à ce laboratoire-là. Et on s'intéresse, nous, en fait, à l'usage de modèles marins pour faire de la recherche fondamentale, en cancérologie, en mécanisme du vieillissement. Et c'est vrai que mon équipe sur place s'appelle neuroendocrinologie et physiologie environnementale. Ça veut dire ce qui nous intéresse, c'est comment un être vivant va tirer parti des grands facteurs du milieu qui ont depuis toujours été les moteurs de l'évolution de la vie, la longueur du jour, la température de l'eau ou de l'air, le sel de l'océan. Pour traduire ceci en développement embryonnaire, comment on passe un œuf fécondé à un bébé, quelle que soit l'espèce. Tout ce qui est croissance, ensuite, bien sûr, comment on passe d'un stade jeune à un stade âgé, et puis la reproduction, bien entendu. Et puis en 2001, je lis un papier dans la revue Science, écrit par Steve Palombi, qui est un spécialiste des staphylocoques dorés, et qui écrivait un article qui disait en fait que aujourd'hui, la lutte contre le staphylocoque doré, c'est de l'ordre de 400 millions de dollars par année vers une bactérie très banale qui existe partout et qui nous pose de monstrueux problèmes, en particulier quand elle devient un objet nosocomial dans les salles d'hôpital où vous n'avez plus qu'une seule bactérie qui existe, mais qui est terrible parce qu'elle a acquis la capacité à résister à tous les antibiotiques. Et j'ai des amis médecins qui sont au Val-de-Grâce qui me disent que quand les jeunes Français militaires dans les zones d'opération reviennent à Paris, c'est une catastrophe pour tout le monde parce que beaucoup d'entre eux sont porteurs de germes résistants à tout. Et ça, c'est bien sûr, c'est la bombe à retardement qui nous attend. Et ce n'est pas uniquement au niveau des maladies infectieuses, c'est vrai aussi au niveau des maladies auto-immunes, de plus en plus de problèmes, et des maladies allergiques. Il y a de plus en plus d'allergies. Et ce n'est pas uniquement lié à la pollution de l'air, c'est lié aussi au fait que notre propre organisme est en train de changer. Chez l'humain, on connaît à peu près 400 maladies nouvelles depuis 1940, qui n'existaient pas avant. Donc ce papier de Palombi disait effectivement que ce que lui imaginait comme moi, j'avais passé ma vie à travailler là-dessus, je travaillais sur la pression osmotique de l'océan, sur la longueur du jour, j'ai beaucoup travaillé sur la longueur du jour, sur les saisons, sur la nuit et puis sur la journée. Et là il dit en fait, j'ai l'impression aujourd'hui que dans ces évolutions de mécanismes, le plus puissant moteur n'est plus, ce qui a été le cas pendant très longtemps, mais la présence d'une espèce sur la Terre qui s'est appelée, en plus il fallait avoir un certain culot, Homo sapiens. Alors moi, et depuis, je suis devenu président du Muséum d'histoire naturelle, ça fait 6 ans.
Donc effectivement, je dirige un organisme qui a les plus grandes collections nationales en matière d'histoire de la nature. Et c'est un des 3 musées au monde essentiels avec la Smithsonian aux États-Unis, National History à Londres et Paris. Paris est créé en 1635 par un médecin du roi Louis XIII qui s'appelait Guy de la Brosse et qui crée en fait à l'époque le jardin du roi et des plantes médicinales. Au moment de la Révolution, bien sûr les rois sont assez mal vus à ce moment-là évidemment, donc le jardin du roi il disparaît. Et c'est le chevalier de Lamarck qui transforme en fait le jardin du roi en muséum national d'histoire naturelle. Et on a toujours été effectivement à la pointe des études sur l'histoire naturelle. C'est quoi? C'est l'histoire de ce qui nous entoure. Pas que biodiversité. Hein. Le muséum s'intéresse aussi beaucoup à la géodiversité. Hein, les planètes, la Terre, les minéraux, les roches. Hein, c'est intéressant. Et on s'intéresse beaucoup aujourd'hui aux interrelations entre le minéral et le vivant. C'est très fort, beaucoup plus fort que ce que vous croyez. Il y a une très grande interrelation entre le minéral et le vivant. Le vivant naît sur le minéral. La biodiversité, elle est née beaucoup plus tard que la Terre et que le monde minéral. Et aujourd'hui, vous avez fait des os, hein, moi je ne donnerai pas de boue, vous non plus. Un coquillage fait une coquille, le corail fait son squelette, et ça c'est une parfaite interrelation physique et chimique entre le monde minéral et le monde biologique. Alors, l'une des plus grandes découvertes que l'humanité a faites, fin XVIIe, c'est de découvrir que les atomes qui nous constituent ne sont pas spécialement différents du reste. Au départ, il y avait un principe de vie. Hein. Dieu avait créé la vie, Dieu avait créé l'humain, et il y avait donc une espèce d'essence divine dans les êtres vivants, et encore beaucoup plus, bien sûr, dans l'humain, évidemment, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est toujours quelque chose qui ne quitte pas aujourd'hui, qui nous pose de gros problèmes pour nous adapter au changement, à continuer à croire qu'il y a l'humain sur un piédestal, maître de tout, et une nature autour. En fait, l'humain est clairement, profondément dans cette nature. Et vous verrez que j'ai 2 ennemis essentiels contre lesquels je me bats en permanence. C'est la cupidité, le fait de vouloir faire de l'argent très vite en détruisant les écosystèmes ou en les surexploitant. On voit ça tous les jours. Le coût environnemental du développement chinois est terrible en ce moment. Et mon second ennemi, c'est l'arrogance. Et l'arrogance chez l'homme, elle est surtout masculine d'ailleurs, beaucoup plus que chez les femmes. Et cette arrogance consiste à remarquer l'humain à part et le reste différent. Et ça, tant qu'on aura cette mentalité-là, on ne pourra pas changer. Aujourd'hui, bon, de par mon métier, je rencontre beaucoup de gens, sans aucune hiérarchie du marin-pêcheur et de l'agriculteur au ministre, au président de la République, partout dans tous les pays du monde. Je rentre juste d'Indonésie, là. Et c'est vrai qu'on est dans un système où tout le monde me dit, oui, ça ne va pas très bien, il faut que ça change. Mais comment on change? La question est là, comment on change? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, évidemment, il y a autant de réponses que vous avez d'individus à qui vous posez la question. Donc, depuis qu'on sait que cet humain n'a pas des atomes ou des molécules différentes du reste, que finalement on peut comparer un humain à un hérisson, à un ver de terre, au niveau de sa fabrication physiologique et biologique, les modes de pensée ont évolué, et on a évolué il y a à peu près 150 ans d'une nature qui était féroce, hostile à l'humanité. Les récoltes étaient incertaines, hein. On avait les colonies à l'époque aussi, donc on allait dans des forêts tropicales. Il y avait des bruits toute la nuit avec des grands yeux qui vous regardaient. Maintenant, on sait que plus c'est petit, plus ça crie fort. Donc, vous voyez, il y a des grenouilles comme ça qui poussent des cris bien plus grosses qu'un éléphant. Hein. Donc, on a beaucoup évolué, on a beaucoup changé. Et on est passé à un système actuel que vous sentez tous plus ou moins. Aujourd'hui, l'agresseur, c'est plus la nature, c'est l'humain vis-à-vis de la nature. Alors, on passe d'un système à un autre. Vous verrez que je suis viscéralement aussi un anti-extrémiste. Hein. Donc, il n'y a pas un système aussi opposé que cela. Mais dans les modes de pensée, ça a beaucoup changé. Et vous allez voir qu'on va aborder une question, je vais parler un petit peu de biodiversité. Et moi, j'aime pas trop le terme de mimétisme, j'aime pas beaucoup parce que c'est une traduction littérale de l'anglais biomimicry. Je préfère évidemment la bio-inspiration. On va chercher des idées dans le vivant. On copie absolument pas le vivant, on va chercher, on s'en inspire. Et vous verrez que c'est une histoire finalement qui est assez ancienne et mon collègue vous le confirmera tout à l'heure. Donc, c'est quoi la biodiversité? Alors, beaucoup croient que c'est ça. Ça, c'est le rôle d'un grand musée d'histoire naturelle. On était à Espiritu Santo, dans l'archipel du Vanuatu en 2006, 150 chercheurs de 23 pays différents. On faisait des inventaires de faune et de flore. Dans le karst, il y a beaucoup de karst, hein, beaucoup de grottes. On travaillait sur le milieu marin littoral, on travaillait sur la forêt pristine. On a failli mourir de faim d'ailleurs, parce qu'on était à 3 jours de marche du premier rivage. Il n'y avait rien à bouffer dans une forêt tropicale. Hein. Si on n'avait pas trouvé une vache sauvage à un moment, je ne sais pas comment on aurait fait. Alors qu'en mer, vous mangez tout le temps. Et enfin, les jardins m'intéressaient beaucoup, parce que quand les Lapita, il y a 3000 ans, découvrent l'archipel du Vanuatu, ils s'installent, ils viennent de Taïwan, ils arrivent avec leurs chiens, avec leurs chats, avec leurs poulets, hein, qu'ils amènent là, et ils s'installent sur l'archipel du Vanuatu, et bien sûr, ils vont perturber les écosystèmes antérieurs, là où auparavant, il n'y avait aucun animal dit domestique. Donc tout ceci mis bout à bout vous permet de sentir un petit peu comment ça va se produire. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Eh bien, on a fait un catalogue. On a fait un inventaire de diversité. C'est pas ça la biodiversité. Beaucoup de gens croient que c'est ça, les ministères de l'écologie aussi d'ailleurs, hein, on travaille sur des listes, protégés, pas protégés. C'est pas ça, c'est beaucoup plus subtil que ça.
Deuxième image, c'est chez moi. Je pars tout à l'heure, là. Je vais prendre l'avion à Orly pour aller à Perpignan. On est à la frontière espagnole. La frontière est derrière. Petit village catalan, Bagnols-sur-Mer. Collioure est ici. Et là, vous avez depuis 2000 ans la quasi-activité unique agricole, c'est la vigne. Et vous savez que la vigne là-bas, c'est pas les champagnes, hein. Il fait chaud. Donc c'est la Syrah, le Vermentino, les Mourvèdres, le Grenache, bien sûr. Hein. Et là, on fait les appellations contrôlées, Collioure et Bagnols. Alors, si finalement je fais le même travail que j'ai fait ici au Vanuatu, ben, c'est pas terrible. Hein. J'ai quoi? Je vais trouver, je sais pas, quelques espèces. Il y a encore du chêne vert, il y a un peu de hêtre, pas beaucoup. Il y a du chêne-liège, bien sûr. Il y a quelques graminées. Ce qui est fantastique dans un écosystème comme ça, c'est qu'on passe ici de fond marin à 2 km au Canigou à 3000. C'est le seul endroit en France où sur moins de 50 km, vous passez de moins 2 km à plus 3 km. Donc vous imaginez le nombre de niches et d'écosystèmes que vous avez parlé. Il y a la course, on peut comparer. C'est d'ailleurs le coin de France qui ressemble plus entre les corals et les corals. Vous voyez ici que... Je vais parler plus fort. Donc effectivement, vous avez une infinité d'écosystèmes. Et vous voyez ici que sur ce milieu particulier, l'humain a profondément changé ce milieu. On dit qu'il est anthropisé. Hein. Et bien pourtant, chaque mètre carré qui est là vous donne un rêve. Donc la vigne, c'est la même espèce vigne, mais il y a tellement de variabilité. Alors il y a bien sûr des cépages qu'on va utiliser. Il y a deuxièmement le terroir si riche au vigneron, qui est la zone effectivement proche de la mer, en altitude, l'exposition. Je crois que c'est le seul endroit en France où vous faites du vin ici, sur la plage. Hein. Les vignes commencent sur la plage, ici à Bagnols, sur peut-être Bandol. Hein. C'est les deux points en France où on pourrait faire ça. Et puis vous avez enfin toute l'histoire géologique de la région. On est sur les terrains du sommet de l'Ordovicien, il y a à peu près 400 millions d'années, 450 millions d'années. Et quand les Pyrénées sortent, bien sûr, elles vont profondément remanier cette zone. Et enfin, vous avez la façon de vinifier. Et à Bagnols, on fait des choses extraordinaires. Un Bordelais, ça fait hurler à Bordelais. On fait du vin dans des grosses bonbonnes de verre en plein soleil. J'y mets un mètre là-dedans un jour, ça monte à 75 degrés. Et vous faites des vintages de Bagnols là-dessus, et vous buvez sur du chocolat. Ça, c'est de la biodiversité. La vigne est un très très bel exemple de biodiversité biologique. Là, je vous ai mis un type digestif de bébé humain à la naissance. On a tous été bébés humains à la naissance, filles et garçons, c'est pareil, quelquefois. Hein, on démarre. Et quand la maman met ce bébé au monde, il est quasi vide de bactéries, ce bébé ici, au niveau du tube digestif. Et là, vous avez les bactéries du tractus génital de la maman, quand la maman met son bébé au monde, qui vont aller contaminer, en fait, ce tube digestif. Un bébé humain, il met 2 ans. On a mis 2 ans à stabiliser le flore intestinal. Et tout vient de là. Et le vrai matériel vient de là, c'est qu'aujourd'hui, les traitements antibiotiques à tort et à travers, que vous mangez sans les prendre, vous mangez du poulet, c'est bon les antibiotiques, mangez du poisson des vaches, c'est bon les antibiotiques, ça veut dire que ces molécules sont actives chez vous et vont faire que le jour où vous serez effectivement malade et que vous devez être traité, le traitement ne marchera pas. Et une grande partie des problèmes actuels de pathologies infectieuses, auto-immunes et allergiques viennent justement de ces bactéries intestinales qui ont changé. Alors, un corps humain, tous ici ensemble, c'est au moins 10 fois plus de bactéries sur vous et dans vous. N'oubliez jamais cela. L'humain, il n'est pas sorti de la biodiversité. Moi, j'ai souvent des gens qui me disent, mais la biodiversité, on s'en fout, c'est pas un problème, les hommes politiques. On ne peut pas. Je vous assure que si ça ne marchait pas comme ça ne marcherait pas du tout. Nous sommes complètement dans cette diversité biologique. Je vais prendre un système complètement artificiel, votre lit ce matin. Amusez-vous demain matin. Que vous dormiez à 2 ou tout seul, ça marche très bien. Vous collez un gros scotch dans le fond du lit. Et vous le regardez à la binoculaire. Ça grouille de bestioles. Des épines, des poils, des trucs pas possibles. Oh, j'ai dormi là-dedans, oui. On baigne dans cette diversité biologique en permanence. C'est là que cette arrogance, je la combats comme ça en expliquant à l'humain qu'il n'est pas sorti d'un système particulier. Et si c'est vrai chez l'humain, c'est vrai chez les hérissons et chez les vers de terre aussi, bien sûr. Et je vous ai mis ici une dune en Arabie où justement il n'y a pas beaucoup de diversité biologique. Et voilà comment parce qu'il n'y a pas d'eau. Et voilà comment l'humain vit aujourd'hui. Donc d'où le titre de ma leçon inaugurale au Collège de France il y a quelques mois. Vous allez sur Internet, hein, vous mettez Collège de France et vous avez 10 heures de Gilles Boeuf, là, en français et en anglais. Donc vous avez ces leçons qui sont données. De l'océan où naît la vie à la forêt, durant les forêts du Carbonifère, où la vie explose, à la cité aujourd'hui. En 2007, l'humanité bascule. En 2007, les humains passent d'un stade rural à un stade urbain. Et plus le temps avance, plus on va devenir urbain. Hein, on discutait tout à l'heure avec monsieur le maire ici, il y avait des îles à Coublet. Hein. Il y a des choses partout. Heureusement, on a gardé des arbres ici, ça me plaît bien. C'est vrai que cet humain change profondément son système. Et ce serait une très grave erreur d'imaginer la ville comme sortie des systèmes. La ville est aussi un exemple d'écologie intéressante. L'écologie urbaine, on travaille de plus en plus là-dessus maintenant. Et vous savez, un des plus beaux endroits pour voir des animaux sauvages à Paris sont les cimetières.
Vous allez à 5 heures du matin dans les grands cimetières, il y a des tas de trucs. Hein. Il y a des renards, il n'y a pas encore de loups, mais à mon avis, ils ne sont pas très loin, ils sont dans l'aube, les loups. Hein. Donc les cimetières, pourquoi? Parce que les humains qui y sont ne font pas trop de mal, effectivement, à la faune sauvage. Les traitements des tombes, par contre, font pas mal de mal. Il y a beaucoup de pesticides et d'insecticides. Cette diversité, une fois que la ville a détruit les environnements, revient vers la ville. Et la ville, c'est intéressant parce que vous avez un milieu qui est beaucoup plus chaud l'hiver qu'ailleurs, que les environnements de la ville. Moi qui fais beaucoup d'avions, malheureusement, quand je me pose à Orly le matin, avec mon thermomètre à Orly et Jussieu, où je travaille, c'est fréquent 5 à 6 degrés d'écart. Donc il fait chaud l'hiver, il n'y a pas de prédateurs, beaucoup moins de prédateurs qu'ailleurs. Et puis enfin, bien sûr, vous avez une verticalité qui aide beaucoup les animaux qui volent à s'installer, les insectes, les oiseaux en particulier. On a un cas fabuleux à Londres, où on a vu apparaître en 30 ans 2 nouveaux moustiques. Les moustiques classiques qui vous embêtent, là, ils sont entrés dans le métro. Puis le métro, c'est génial pour un moustique. Il n'y a pas d'hirondelles pour les bouffer. Il fait chaud toute l'année. Et vous avez des mètres cubes de sang humain à pomper. Avec mes amies femmes, on discute souvent. Quand elles mettent des mini-jupes dans le métro, elles me disent je rentre à chaque fois avec les mollets et les vies bouffées par les moustiques. On a regardé. Ils sont sous les sièges du métro. Regardez un jour, vous verrez. Ça grouille, les moustiques. Alors la fille qui va s'asseoir en jupe ou le type en short, il rentre effectivement avec les chevilles comme ça. Ils sont là, ils attendent effectivement le sang frais sur les femelles qui piquent, je vous le rappelle. Et on a vu 2 nouveaux moustiques apparaître. Comme ils sont plus croisés avec ceux de l'extérieur, c'est des espèces nouvelles. Donc on a le métro de la ligne 10 et le métro de la ligne 3. Et c'est l'humain qui les a créés sur 30 ans. Donc ça peut aller assez vite finalement. Alors la biodiversité c'est quoi? Alors juste une histoire. Ici je vous ai ramené un morceau de géodiversité ancestrale. Ce caillou est vraiment moche. Il est au muséum à Paris, il est gros comme ça. C'était un paysan dans un champ à Orgueil, dans le Gers, il y a 150 ans, qui a vu tomber un caillou du ciel. Un caillou est tombé dans son champ. C'est une météorite, une chondrite. Il l'a ramassé. Et puis il l'a mise dans une caisse à oignons. Elle a dû rester pendant 40 ans dans la cour de la ferme, jusqu'au jour où est passé là un géologue qui a vu que c'était une météorite, qui l'a ramené à la fac à Nantes. À Nantes, ils se sont vite rendus compte que ce n'était pas à leur niveau. Donc elle est arrivée sur les nanosondes de la rue Buffon à Paris. Il y a 2 grosses nanosondes. On a examiné ce caillou qui est une chondrite avec des nanosondes et on trouve l'âge de ce caillou, vous êtes bien assis, 4600 millions d'années. Ce caillou, 4-6 milliards d'années, est contemporain de la mise en place du Soleil et de la Terre. C'est un fabuleux cadeau des dieux. Il tombe. Alors vous imaginez qu'au moment où la Terre se forme, ce truc part dans l'espace quelque part. Il fait 4 milliards d'années de voyage dans l'univers et il tombe dans un champ d'un paysan dans le Gers. Il faut quand même le faire. On le trouve et il arrive au muséum. C'est une belle histoire. Et donc, effectivement, cette géodiversité est là antérieurement. Je me rappelle la discussion avec Nicolas Hulot à l'époque, on confondait nature et biodiversité. Ce n'est pas la même chose. Il y a une nature sur la Terre quand la Terre se forme. Il y a un océan qui va se former à partir de nos extraterrestres, d'ailleurs. Vous avez des montagnes, vous avez des vallées, vous avez du vent, vous avez du volcanisme, vous avez des effondrements de terrain. La biodiversité commence le jour où la première cellule vivante issue d'une chimie antérieure se clone, se divise en 2. Alors le clonage, c'est intéressant, la nature fait toujours comme ça. Pendant des milliards d'années, la nature se reproduit uniquement par clonage. Le problème du clonage, c'est qu'on est exactement la copie de la maman. Je vous clone, on a exactement une petite fille qui est exactement comme vous. Et puis on peut faire ça comme ça à l'infini. Beaucoup d'animaux le font. Les phasmes, les criquets, beaucoup de poissons, des grenouilles. Il n'y a pas de mâle. Le mâle, ça ne sert pas à grand-chose. On en parlait tout à l'heure avec Carole. Alors les mâles, on les fait quand ça va mal. Parce que le problème, les filles se reproduisent très bien entre elles, il n'y a aucun souci, ça marche très très bien. Donc on clone, mais les petites sont la copie de la maman, d'accord? On fait des mâles quand ça va mal. Il fait trop chaud, trop froid, il n'y a pas assez d'eau, il y a trop d'eau, l'acidité est trop grande. On fait des mâles, pourquoi? Parce que quand les mâles apparaissent, on fait un brassage de gènes. Et quand on fait un brassage de gènes, bien sûr, on fait de nouveaux gènes et donc de nouvelles protéines. Et on peut intervenir sur des réactivités face à des changements. Si le monde ne changeait pas, on resterait au clonage. Il n'y aurait aucun intérêt à faire une reproduction sexuée. Mais comme le monde change en permanence, c'est intéressant d'avoir la puissance génétique de réaction, de réponse à une agression. Voilà pourquoi les mâles existent. Et Claude Combe disait, la meilleure raison que j'expliquais pour expliquer pourquoi les mâles existent, c'était pour nous débarrasser de nos parasites. Ah oui, c'est très glorieux pour les mâles. Ça ne plaît pas toujours à mes étudiants, ça plaît beaucoup aux étudiantes, par contre, quand je raconte ces histoires. Alors, je vous ai mis ici 2 écosystèmes très riches en espèces. Dans l'océan, le plus riche, c'est le récif corallien. Cette image, je l'ai faite au sud de la Nouvelle-Calédonie. Là, on peut trouver 5 à 6 000 espèces vivantes par kilomètre carré de récif. Et c'est intéressant, les récifs, parce que les récifs en surface de l'océan, c'est 2,5%. Et c'est 33% des espèces connues. Donc, ils ont vraiment la fonctionnalité des forêts tropicales. Très, très riches en espèces. Sur les continents, les plus riches milieux sont les rainforests, les forêts humides. Donc, il y a 3 grands bassins de diversité, il n'y en a pas 50. Il y a l'Amazonie, il y a le bassin du Congo, et il y a l'ensemble Kalimantan, Bornéo, Papouasie. Voilà, là, vous avez ces 3 systèmes-là.
Par exemple, sur 1 km² de Colombie, on connaît en Europe 250 espèces d'arbres. On connaît bien les arbres, on a à peu près fait le tour des arbres. Sur 1 km² de Colombie, 700 espèces d'arbres. Et sur un arbre de Colombie, 700 espèces de coléoptères. Là, vous avez une diversité effroyable, fantastique. Ce n'est pas forcément de la biodiversité, c'est de la diversité spécifique. Il y a beaucoup, beaucoup d'espèces. Pour nous, écologues, c'est clair que les espèces ne nous intéressent pas trop. Ce qui nous intéresse, c'est la fonctionnalité de l'écosystème. Et la vraie question qu'on a aujourd'hui, face à nos agressions que crée l'humanité, c'est est-ce que nos écosystèmes sont suffisamment bien structurés pour répondre aux agressions? On peut imaginer que ça puisse tourner avec moins d'espèces. Mais il y en a certaines qu'il ne faut pas perdre. Et ça, on ne sait pas trop lesquelles par rapport. On a quelques cas comme ça. Hein. Ce qu'on appelle les keystone species, c'est les espèces clés de voûte, organisent un écosystème. Il y a eu un très beau travail fait par un collègue américain sur un estran dans l'Est. Hein. Il avait 323 espèces sur 300 mètres de bord de mer. Puis 50 ans, il bossait là-dessus. Il s'est amusé un jour à enlever tous les individus d'espèce, espèce par espèce. Il ne voyait pas grand-chose. Jusqu'au jour où il a enlevé une étoile de mer. En 6 mois, tout l'écosystème est devenu que des moules ou que des balanes. Les balanes, c'est les petits crustacés qui vous font mal aux pieds quand vous marchez sur les roches. Donc l'étoile de mer structurée était la clé de voûte de l'écosystème. C'est celle-là qu'il faut qu'on garde, bien sûr. Le reste, on habite des systèmes. Sauf que chaque fois qu'on perd une espèce, on perd aussi un potentiel. Hein. C'est irremplaçable. Comme disait un philosophe chinois, il disait en fait, il me faut une fraction de seconde pour écraser une mouche, l'éternité pour la refaire. La question est très forte. Au niveau de la biorespiration, au niveau de la recherche de molécules d'intérêt, il y a des espèces qui produisent des choses intéressantes pour les humains. Donc forêt de Bundi, ici, donc ça, là on est dans le bassin du Congo, ici le récif corallien. Qu'est-ce qu'on connaît dans les musées aujourd'hui? Un peu plus de 1,7 million d'espèces continentales et un peu moins de 300 000 espèces dans les océans. Donc pour définir la biodiversité simplement, c'est la fraction vivante de la nature, tout simplement. Et pour moi, c'est beaucoup plus une question d'organisation. La biodiversité, c'est tout l'ensemble des relations que les êtres vivants ont établies entre eux et avec leur environnement. Y compris, bien sûr, vos bactéries intestinales. Hein. Tout ça a commencé dans l'océan, il y a à peu près 3,85 milliards d'années. Donc, après 700 millions d'années sans vie sur la planète, la vie apparaît dans l'océan. Et cet océan est extrêmement stable. Il est tellement stable qu'on a pu déposer à Copenhague un volume d'eau de mer dans un cylindre, qui est l'eau de mer universelle. Tous les océans sont exactement pareils. Bien sûr, loin de la côte. Hein. On est à 2000 mètres de fond, dans le noir, 200 atmosphères de pression hydrostatique, pH 8,18, ça ne bouge pas du tout, température 2,5 degrés, pression osmotique 1050 milliosmoles, c'est aussi bien régulé que votre sang. Et ça marche comme ça depuis 100 millions d'années. Voilà pourquoi je suis très inquiet aujourd'hui des projets humains d'aller chercher de la pêche profonde. Les perturbateurs dans ces milieux-là sont terribles, parce que c'est un milieu qui ne change pas, qui ne sait pas changer. Ici, ça sait changer, il fait plus chaud, plus froid entre l'hiver et l'été. Là, ça ne sait pas changer. Donc on aura beaucoup de mal à limiter nos agressions vis-à-vis des grands fonds océaniques. Alors ensuite, cette vie, elle sort de l'océan, et ça m'a beaucoup intéressé, je travaille beaucoup là-dessus, elle s'en va vers le littoral. Et voilà pourquoi j'ai migré de Brest à Magnoul, je reste au bord de la mer, c'est pas la même. Et c'est vrai que là, vous avez toute la subtilité de la sortie des océans. Et je vous ai mis ici, alors je vous ai mis une image ici au Japon, le soleil levant, Madagascar, Nouvelle-Calédonie, et ça c'est le pays catalan où je suis, et c'est le ville d'Argelès-sur-Mer, où là, avec le maire, on discute beaucoup, parce que ce petit village fait 10 000 habitants l'hiver, 700 000 l'été. Donc, une énorme pression touristique. Comment vous gérez ça? Personne ne sait gérer ça. 150 000 emplacements de camping. Je crois qu'il n'y a pas d'équivalent en Europe. Peut-être qu'en Chine, il y a ça maintenant, mais c'est assez particulier. Et là, vous avez cette frange littorale qui est là. Vous avez des fonds marins à 2 km. Là, vous avez les Corbières. Ici, le Canigou. Et là, les humains s'installent là-dessus quand ils viennent l'été en vacances. Alors, ça, c'est votre sang en ce moment. Voilà. C'est intéressant, regardez votre sang, ce que c'est. 100 millimoles de chlorure, 140 millimoles de sodium dans votre sang. Ça, c'est quoi? C'est le littoral. Ce sont les valeurs osmotiques et ioniques du littoral. Votre sang, c'est le reflet de la vie qui, un jour, quitte la mer pour aller vers les continents. Ça s'est produit il y a à peu près 450 millions d'années. Hein, la vie sort de l'océan et va sur les continents. Et tout va changer, parce que quand on sort de l'eau, c'est beaucoup moins stable. Vous savez très bien, hein, il fait chaud, il fait froid, il pleut pas. Ça va changer beaucoup. Et des rayonnements cosmiques qu'il n'y a pas dans l'océan, bien entendu. Ça va changer beaucoup de choses. Et en fait, le seul problème de la vie quand elle sort de l'océan, c'est que cette eau qu'elle avait avant autour d'elle, il faut la garder en soi. Et c'est votre rein qui joue ce rôle ici. Le rein joue un rôle fondamental. Hein. Vous filtrez de l'eau, vous gardez ce qu'il vous faut et vous rejetez le reste. Et on arrive à des cas incroyables. Par exemple, j'étais au Maroc la semaine dernière, des petits rats kangourous, hein, c'est des petits rats comme ça qui vivent dans le désert. Il ne pleut jamais. Ils n'ont jamais une goutte d'eau à boire.
Donc il faut une urine très concentrée. Ils ont une respiration incroyable. Quand ils expirent de l'air, il n'y a pas de vapeur d'eau dedans. Ils ont tout gardé, parce qu'ils ont un nez très spécial, comme les dromadaires d'ailleurs. Hein. Et l'eau qu'ils ont, c'est uniquement dans les aliments qu'ils consomment. Eh bien, un petit rat kangourou, il fait une urine dans le désert 9 fois plus salée que l'eau de mer. Hein, tellement il est adapté à ces milieux de vie sans eau. Et puis la vie passe dans les forêts, on est dans le Carbonifère, 345 millions d'années. Et là, bien sûr, explosent les plantes et les animaux. Alors, il n'y a pas encore de grands vertébrés, donc il y a d'énormes insectes. Hein. Il y a des libellules à 1 mètre d'envergure, des scorpions à 2,50 mètres, vous voyez un peu. Je vous rassure, ils ne passent pas à la 3e grande crise d'extinction. Tout ça part à la trappe il y a 252 millions d'années. Et la vie s'installe dans les forêts du Carbonifère, dans les forêts actuelles, qui sont les plus riches écosystèmes en espèces connus aujourd'hui. Et puis voilà où vivent les humains aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que j'avais appelé ma leçon comme ça. Donc comment on s'adapte, comment on vit, hein. On voit ici Vélizy, Villacoublay. Comment est-ce que par rapport à ces considérations générales du vivant, nous, on va s'adapter. Et deuxièmement, comment on va surtout prévoir nos adaptations possibles vis-à-vis des changements, dont le changement climatique qui a déjà bien démarré. Et donc, croyez-moi, vous ne voyez que les prémices. On est très très loin de ce qui va se passer. Tout à l'heure, on parlait avec monsieur le maire de l'île de Sein, qui dit l'autre jour, tempête du siècle à l'île de Sein en 2008. Bon, bien, jamais vu ça en 100 ans d'existence. 2014, retempête du siècle. Et le maire dit l'autre jour, je pense qu'on va devoir évacuer l'île de Sein. On est en France. Hein. Elle fait 1,10 m d'altitude, l'île de Sein. Elle va être sous l'eau. Alors là, c'est quelques personnes. Bangladesh, 400 millions de personnes. L'Inde construit un mur en ce moment entre l'Inde et le Bangladesh. On ne dit pas, hein, parce que le jour où ils vont être sous l'eau, ils ne veulent pas les voir débarquer. Où vont aller 400 millions de personnes qui ont dû sur Bangladesh? La Camargue sera sous l'eau d'ici 20 ans, ça c'est clair. Ça, on ne peut pas l'arrêter, ça va être comme ça. Aigues morte redevient aigues vive, en fait, hein, quand Saint-Louis s'embarquait pour le siège de Tunis en 1260. Alors, n'oubliez jamais les micro-organismes. La biodiversité, c'est d'abord une histoire de bactéries. Là, je vous ai mis une goutte d'eau de mer à Banyuls. Hein. Vous voyez qu'on trouve des protozoaires, beaucoup d'amibes, des cellules uniques, des millions de bactéries et des milliards de virus. Alors, quand vous allez nager à la plage, vous en avalez. Hein. Mais c'est très bien, vous êtes beau quand même, c'est pas un souci. Hein. Pour être beau, d'ailleurs, il faut être bourré de bactéries. Et on se pose des questions, du coup, sur ces pathologies. Prenez Escherichia coli, qui est une bactérie extrêmement banale. Hein. Vous en avez partout dans le tube digestif. Quelquefois aussi au niveau du système urinaire, ça vous déclenche les fameuses crises de cystite. Et quelquefois, il y en a plein dans l'eau de mer aussi, et quelquefois, Escherichia coli vous tue. La même bactérie qui était chez vous depuis 40 ans, à 40 ans et un jour vous tue. C'est intéressant. Pourquoi ça se passe? Qu'est-ce qui s'est produit au niveau de l'écologie de ces bactéries pour que brusquement, du jour au lendemain, elles deviennent aussi pathogènes? C'est des vraies questions d'écologie microbienne, bien sûr. Ça s'intéresse beaucoup à ça aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous parlais du bébé humain qu'on avait séquencé. Donc, on a séquencé l'intestin d'un bébé. On trouve de la place sur à peu près 1000 espèces de bactéries, un peu plus. Et on connaît dans l'intestin aujourd'hui, chez l'humain, 480 espèces de bactéries. Ce qui veut dire que pour un écosystème aussi proche de nous, il est au sein de chacun d'entre nous, on ne connaît même pas la moitié des espèces. Donc imaginez pour les forêts tropicales, bien sûr, ou pour les fonds océaniques, bien sûr. Il y a encore du boulot. Alors voilà, une image. Est-ce que c'est ça la biodiversité? Là, on est en Guadeloupe, janvier 2012, 40 chercheurs, et on travaille pendant 15 jours pour faire une estimation de la diversité des plages de la Guadeloupe. C'était pas connu, hein. Beaucoup sont allés en vacances en Guadeloupe, ils se mettent sur le sable, là, on se met derrière dans l'eau, on sirote son petit punch, et on ne sait pas qu'il y a ça en dessous, en fait. Ah ben je vous ai mis des jolis, j'ai pas pris des moches. Hein. Donc, parce qu'il y a aussi des moches dans la nature. D'ailleurs, je me suis promis, il faut que je fasse ça, chaque fois que je me le dis, je ne le fais pas, je vous ferai une image de biodiversité moche, mais qui est aussi importante que ces trucs super jolis que vous avez choisis ici, bien sûr. Hein. Ah, c'est la vision que l'humain a, cette diversité-là. Est-ce que c'est ça la diversité? Non. J'ai fait un catalogue. Voilà, la biodiversité, c'est ça, en fait, la biodiversité. Voilà. Oui, ça change beaucoup notre idée de la biodiversité. Et quand je montre ça aux États-Unis ou en Chine, le Frenchman, c'est quoi un Français ou une Française, hein, sans son pinard, sans son fromage et puis sans son pain, il n'existe pas. Hein. Et bien voilà une ode à la diversité biologique. Depuis toujours, l'humain a tiré parti de cette diversité. Ce sont bien sûr les matières premières, les plantes, les bactéries, les virus, ce sont les levures qui sont utilisées pour faire ce pain, pour faire ce vin, bien sûr. Alors on peut choisir une espèce parmi les 2 millions connus aujourd'hui, la vache par exemple, et puis mettre à l'élever. Et ça pose un problème, parce que les vaches ont commencé à être élevées il y a à peu près 8000 ans. Donc l'humain s'arrête, commence à faire beaucoup de bébés un peu avant, et invente agriculture et élevage. On est 8-10 000 ans. C'est le chien le premier domestiqué. Hein. Et puis ensuite, donc, on commence à élever des vaches, beaucoup de moutons, plus tard des cochons, et plus tard encore le cheval. Et on s'installe. Et on fait des villes. Et les femmes se mettent à faire beaucoup de bébés. On voit l'explosion. Quand l'humain s'arrête de bouger il y a 10 000 ans, on est 5 millions sur la Terre. 5 millions.
Premier milliard, 1830. 3 milliards en 1960. 4 en 70. 5 en 80. Puis je suis né, j'ai dépassé le demi-siècle. On a multiplié la population humaine par 3. Donc une vraie question, bien sûr, à ce niveau-là, bien entendu. Alors les vaches se posent problème. Il y a 1,5 milliard de vaches sur la Terre. Alors, ces vaches, elles prennent de la place. Il y a même des populations en Inde que je connais, où j'étais en Indonésie, ou à Madagascar, ils ont des vaches, ils ne les mangent pas. Ils ne mangent pas de vaches. Parce que c'est un symbole de puissance. On a beaucoup de femmes ou beaucoup de vaches. Et comme ça montre une puissance particulière dans ces régions particulières. Mais ils ne les bouffent pas. Mais les vaches, elles continuent quand même à prendre de la place. Et une vache crée des problèmes aussi environnementaux, bien sûr, que ça rumine. Pour faire 1 kilo de vache en élevage, il faut 15 000 litres d'eau. Dans des pays où c'est sec, ça pose des problèmes. Hein. Sur le Sahel, aujourd'hui, on travaille avec des Africains au Sénégal, par exemple, aussi au Mali. Et quand les ébus s'échappent et vont bouffer les plantes que les gens ont reproduites à côté, ce n'est pas toujours très simple. Alors, tout ceci a été expliqué par des gènes, on va revenir après à nos questions. Comment on passe des gènes aux formes? C'est la vraie question du muséum, ceci. Ça veut dire que vous avez des espèces vivantes qui sont organisées. Moi, si je suis un humain, et vous une humaine, et qu'à côté il y a un chien, et il y a une limace, et il y a un ver de terre, c'est parce qu'ils ont une génétique qui font qu'il est codé pour être une limace, un ver de terre, un saumon, très bien. Jusque-là, ça va. Simplement, c'est un alphabet assez simple, c'est un alphabet à 4 lettres, c'est pas beaucoup. Hein. Et ces gènes ne sont pas suffisants. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur les influences de l'environnement sur les gènes. Vous avez des gènes depuis le début, transmis par vos parents, très bien. Or, vous avez des gènes qui vont s'exprimer à un moment de à 41 ans, hein, ou qui ne vont jamais s'exprimer, en fonction de votre environnement, ce que vous avez mangé, si vous avez été stressé, ce que vous avez vu, pas vu, s'il a fait chaud, s'il a fait froid. Et on arrive à quelque chose où, pour passer des gènes aux formes, c'est très différent. Je prends le cas de l'abeille, par exemple. Le génome de l'abeille, on l'a séquencé, il est unique. Comment on passe d'une ouvrière à une reine? Elles ne sont pas du tout pareilles. L'abeille est stérile, la reine fait des millions de bébés, elle est beaucoup plus grosse, elle a changé entièrement de vie. Pourquoi? Parce qu'on l'a alimentée avec une substance particulière, qui est la gelée royale. Donc comment je vais modifier les gènes de l'abeille pour la faire apparaître différente? En la nourrissant uniquement de la gelée royale. Et là, vous avez droit à des œufs de papillon, ici donc des nématodes du sol, ou des tardigrades. C'est des jolis petits nounours à 8 pattes, c'est tout petit, hein. Ça c'est 1/10 de millimètre. Et bien ces bestioles vivent partout, hein. Et lorsque ça ne va pas, elles ont de fabuleux pouvoirs, regardez, elles perdent leurs pattes, elles perdent leur tête, et elles font une espèce de graine. Et elles tiennent des siècles comme ça, dans un sol. Et le jour où ça va bien, hop, ça repart, et ça fait des bébés. Donc vous voyez que c'est les mêmes gènes du départ, mais comment expliquer qu'à partir du même génome, on ait des formes aussi différentes? Ça, c'est des vraies questions pour les recherches fondamentales. Alors, regardez encore une très belle histoire. Walter Gehring a eu le prix Nobel en 1995 pour sa découverte des gènes qui mettent en place les yeux. Il travaille sur des yeux de lémuriens, des yeux de montre religieuse, qui en plus a des ocelles, en plus, elle n'a pas que des yeux. Ça, c'est notre cher céphalopode de tout à l'heure, un calmar ici, avec un œil fabuleux. Et ce sont des beaux yeux bleus de coquille Saint-Jacques sur les bords du manteau, sans yeux comme ça. Et j'ai mis bien sûr des beaux yeux d'humaine que j'ai trouvés dans les revues féminines, là, et les yeux du chat à la maison. Vous voyez que tout ça est codé par la même séquence de gènes, hein, qu'on appelle PAC6. Et c'est parce que Gehring, à l'époque, était allé faire une manip où ils avaient observé des souris qui n'avaient pas d'yeux. Ça arrive. Chez les humains, ça arrive aussi. J'ai vu des cas incroyables, des bébés qui naissent sans yeux. C'est terrible, hein, parce que vous avez la peau qui va du front à la joue. Hein, il n'y a pas d'yeux. Et on sait que cette mutation, ça s'appelle aniridia. Cette mutation, elle est très rare, heureusement, chez l'humain. Chez les souris, on en trouve un petit peu. Il y en a beaucoup chez les mouches, chez les drosophiles. Et donc, Gehring regarde la séquence qui manque d'ADN chez une mouche et chez une souris. Et là, il fait une découverte fabuleuse, en 1994. C'est la même séquence. Alors, il dit, c'est fantastique, parce que la même séquence d'ADN fait des yeux chez une souris ou chez une mouche. C'est pas du tout les mêmes yeux, hein. Et donc, il raconte ça au congrès d'Héraclion, en Crète. Tout le monde se fout de lui en disant, c'est pas possible, c'est pas vrai. Et là, c'est la différence entre un chercheur normal et un prix Nobel. Il rentre chez lui, il dit à ses étudiants, on dort pas pendant une semaine, on va invalider PAC6 pour empêcher les yeux d'apparaître. On va le surexprimer. Et une semaine après, il fait la une de tous les grands journaux de la planète avec des yeux partout, des yeux sur les pattes, ici de mouche, des yeux sur les ailes, des yeux sur les antennes. En surexprimant PAC6, il fait des yeux partout. Après, ils sont intéressés aux méduses. Et les méduses ont des tentacules avec des yeux. Ça, c'est un œil de méduse, ça marche très bien. Et enfin, ils trouvent une petite algue de Méditerranée, qui s'appelle Erythropsis, à Villefranche, qui est une seule cellule qui vit dans le plancton et qui ressemble à un œil. C'est un œil qui se balade, en fait. Et ce truc-là a besoin de la lumière du soleil parce qu'il se positionne dans la masse d'eau en fonction de la lumière qu'il y a et en fonction de la transparence de l'eau.
Ce qui veut dire qu'une séquence d'ADN, ici, vous organisez les yeux n'importe où. Alors, on a fait des manips croisées, évidemment, on a fait ça. Hein. On a enlevé le gène de la mouche, on le remplace par le gène humain, ça marche très bien. On n'a pas osé faire l'inverse, mais ça marcherait, hein. Ça marcherait très bien. On a mis le gène du calmar chez la mouche, etc. Et chaque fois, ça fait un œil de calmar chez le calmar, de mouche chez la mouche. Alors, papier, il y a 3 ans, on dit tout fout le camp, hein, Fall of the Wild, où il montre que les espèces s'éteignent. Hein. Depuis 70, ça a commencé avant. Il montre espèces marines, espèces terrestres, espèces d'eau douce, espèces continentales. Et on montre ici que les espèces sont en train de partir à une vitesse accélérée depuis à peu près une 50aine d'années. Ça avait commencé bien avant, mais c'est très accéléré aujourd'hui. Donc Rockström fait un gros travail dans Nature en 2009 où il dit, voilà, l'humain est confronté à des limites de la planète, on n'avait jamais dit ça, exploring the safe operating space for humanity. Ah, c'est très fort. Et il montre que les problèmes sont le changement climatique, l'acidification des océans, la couche d'ozone qui s'en va, le cycle de l'azote sur les champs, le cycle du phosphore, l'usage de l'eau douce, les utilisations agricoles des sols, les aérosols atmosphériques et la pollution chimique. Et enfin, la biodiversité, c'est tellement important que ça sort de la courbe. Et on dit, là, effectivement, il faut absolument qu'on réagisse. On est en train de montrer enfin que 7 milliards d'humains aujourd'hui, demain 9, mettent le système au-dessus de ses possibilités. Donc, il faut qu'on réagisse. Quels ont été les moments qui ont séparé l'humain de l'animal, finalement? Quand est-ce qu'on passe de la nature à la culture? C'est des vraies questions. Les Homo habilis en Afrique, vous savez, c'était pas évident comme vie, hein. On était haut comme ça, on pesait 40 kilos tout mouillé, et on devait se battre avec les hyènes sur leur carcasse de zèbre tuée par les lions pour récupérer un petit morceau de viande. Hein. Donc on était très peu nombreux, 20. Souvent je me demande à mes copains préhistoriens à Tautavel, je dis mais comment les humains, les Français les plus anciens sont à Tautavel, et à 700 000 ans arrivent les premiers qui sont les Français, hein, sont des Homo erectus. 700 000 ans, ils s'en vont à 100 000. Et je dis comment ils ont pu vivre pendant 600 000 ans dans la même vallée des Pyrénées, des Corbières, sans détruire leur écosystème en ne faisant que chasser et cueillir? Et la réponse est claire, ils sont 20. Quelques hommes, quelques femmes et quelques enfants, jamais plus que 20. Et pendant très longtemps, l'humanité a été comme ça, extrêmement peu nombreuse. Tout va changer au moment où l'homme se sédentarise et invente, bien sûr, l'agriculture. Mais avant, il avait inventé une fabuleuse chose, c'est la domestication du feu vers 800 000 ans. Les Homo erectus domestiquent le feu. Les plus anciens foyers sont attestés en Israël et tout va changer. Le feu a été un fabuleux moyen pour les humains de devenir humains et se socialiser. Parce que le feu, le soir, au coin du feu, vous racontez des histoires. Ils parlaient, ces gens-là. Hein. Ils se racontent des histoires. Ils se racontent l'histoire du type qui a été piétiné par un rhinocéros le matin ou bouffé par un lion. Hein. Et puis, ils se racontent aussi, ils prolongent la lumière du jour. Ils prolongent la tiédeur de l'été et de l'automne. Ils vont vers des zones où ils ne seraient jamais allés. Il y avait des grandes glaciations à l'époque, il faisait très froid. Le feu maintient les prédateurs en respect. Le feu durcit les épieux de chasse ou de guerre. Le feu permet de cuire les aliments. Tout ça a été extrêmement important et l'humain va basculer vers autre chose. Et vraiment, il ne reste plus que des Homo sapiens, c'est à 8-12 000 ans. Et là, on invente agriculture et élevage. Tout va changer. La troisième date de révolution, c'est James Watt, après Denis Papin, qui invente, avant la Révolution française, la première machine à vapeur. On passe du cheval animal au cheval vapeur. Et du jour au lendemain, il faut du charbon et du pétrole. C'est ça qui nous englue, c'est le pétrole qui nous embête aujourd'hui. Hein. Et donc il nous faut absolument du charbon et du pétrole en énergie parce qu'on a inventé la machine à vapeur. Et là, bien sûr, ça va très très vite. Et c'est là qu'un prix Nobel de chimie qui s'appelle Paul Crutzen, en 2000, nous propose un terme. Il dit voilà, je propose le terme d'anthropocène. L'histoire de la Terre durant laquelle le plus puissant moteur de l'évolution n'est plus ce qu'on a vu tout à l'heure, mais la présence de l'humain. L'anthropocène. Et l'anthropocène, on peut le faire remonter à différentes époques, bien sûr. Regardez, ça c'est ma foi en l'humain. J'étais à Chauvet encore il y a 2 mois. Chauvet, c'est le plus ancien endroit sur la Terre où des humains ont pour la première fois représenté la biodiversité. Chauvet est 2 fois plus vieux que Lascaux. Lascaux, c'est 16 000 ans. Il y a beaucoup de rhinocéros à Chauvet. Il y a plus de rhinocéros à Chauvet que dans toutes les grottes ornées sur la planète. Pourquoi il n'y en a pas à Lascaux? Parce qu'il a déjà disparu. À 22 000 ans, il ne sera pas sur rhinocéros. Donc vous avez là 14 espèces différentes. Il n'y a que 4 espèces à Lascaux représentées. Vous avez le plus fabuleux endroit, c'est en France, en Ardèche, hein, où vous avez le plus fabuleux endroit de manifestation par les humains d'une représentation de la biodiversité. Qui dessine comme ça ici, là? Je vous mets dans une grotte avec une torche, dans le noir, une torche faite en pain noir. Vous avez uniquement du charbon de bois et de l'ocre et vous dessinez sur la paroi d'une grotte. Et pas n'importe où. La grotte Chauvet fait 400 mètres de long. Il y a plein de dessins ici, plein là, il n'y en a pas entre les deux. Il y a des raisons.
Et ils vont faire ces trucs magnifiques. Regardez les chevaux de Chauvet, de Przewalski, les lionnes de Chauvet ici, ces rhinocéros. Et c'est Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel et Christian Hiller qui, le 19 décembre 1994, découvrent la grotte Chauvet et la révèlent au monde. Et là, on est devant justement les chevaux et les rites de Chauvet ici. Sur l'endroit, il y a une hyène et une panthère aussi. Il y a un arthropode aussi, il y a un mille-pattes qu'on ne faisait jamais sur les cavernes à l'époque. Alors, tout ceci est lié, bien sûr, au progrès humain. Et je vous ai mis ici comme courbe un travail de l'an dernier. Vous avez la population humaine ici et les émissions de CO2. C'est totalement lié, hein, complètement lié. Et les pêches maritimes, qui sont un joli exemple de ce qui se passe aujourd'hui. Les pêches, en 50, pas trop de problèmes, à part les baleines qu'on avait déjà massacrées, il n'y a pas de problème de stock halieutique. Et on voit qu'entre 50 et 90, avec des efforts très importants, on augmente des productions de pêche. Et en 90, ça s'arrête. On ne produit rien de plus, malgré de plus en plus d'efforts pour détecter les poissons et aller les chercher. Là, on estimait récemment que chaque année, on augmentait l'effort de pêche de 2,42% sur la planète. Ça va s'arrêter à un moment. On augmente l'effort de pêche, le nombre de bateaux, les chevaux vapeurs pour chercher le poisson, et puis le nombre d'hameçons, le nombre de taille des filets, et puis on va bien arriver à un moment où ça ira plus. On a extirpé en 15 ans entre 50 et 90% de tous les individus, de tous les grands poissons pélagiques de la planète. Alors c'est lié à quoi ? Le progrès, c'est quoi ? Regardez, ça c'est les humains, en nombre d'humains. Vous avez animaux domestiques, l'arc et la flèche, la roue, les cités, l'irrigation agricole, les âges des métaux, les routes, la poudre noire, les moulins, la machine à vapeur, les vaccins, le moteur à combustion interne de nos voitures d'aujourd'hui, les avions, les matières plastiques, les antibiotiques, les ordinateurs et la révolution verte. Donc ça veut dire que l'activité humaine de procréation, on fait des bébés, en relation avec, bien sûr, un certain bien-être qui nous permet d'avoir le confort pour faire des bébés. Une femme, elle ne peut pas faire des bébés si, effectivement, elle est sans arrêt attaquée par des tigres à dents de sable qui veulent la bouffer. Hein. Mais quand on la met tranquillement dans un bon endroit, elle peut faire des bébés. Regardez comment ça se passe aujourd'hui. Et la femme est extraordinairement différente des autres mammifères. C'est la seule espèce qui peut faire des bébés tous les jours, toute l'année. Hein. On a des époques où on en fait un petit peu plus. On voit maintenant en France qu'il y a beaucoup plus de naissances au printemps, parce qu'en général, on fait les bébés pendant les vacances, à la fin des vacances, au mois d'août, et les petits bébés naissent effectivement au printemps suivant. Donc il y a des choses qu'on remarque comme ça. Il y a également Noël, qui est une bonne époque pour faire des bébés aussi. Hein. Puis les pannes d'électricité à New York, vous vous rappelez, on avait bien mis ça en corrélation avec le fait que les femmes faisaient des bébés. Alors on me dit à Noël, pourquoi aujourd'hui ? C'est parce qu'on oublie de prendre sa pilule. Hein, en fait, on regardait ça, effectivement, la fille oublie, parce qu'elle a fait la fête, elle a peut-être forcé un petit peu trop sur les trucs, et hop, elle se retrouve enceinte, là où elle ne devait pas se retrouver enceinte. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'humain a complètement modifié les systèmes, et on est entre Malthus et Darwin. C'est intéressant de comparer, bien sûr, cette trajectoire d'espèces. Donc, question posée par des écologues américains il y a 2 ans, est-ce qu'on va vers les conditions d'une 6e grande crise d'extinction, créée par la destruction et la pollution, par la surexploitation des stocks, forêts tropicales et pêche, par exemple, on pêche de moins en moins de poissons, de plus en plus petits, par la dissémination d'espèces qui s'installent partout. Cette microméduse est emmenée en mer Nord en 1980. 10 ans après, elle fait 1 million de tonnes de biomasse. Elle effondre 40 000 tonnes de pêche à l'anchois. Ça, c'est très sympa. Ça s'appelle Alexandrium. Ça vit dans le plancton de Méditerranée. Et bien simplement, quand on l'embête, il émet une toxine qui tue un humain en 20 minutes. Et ça fait le tour du monde dans les eaux de ballastage des grands pétroliers géants. Gratos. Ce sont des salmonelles dans des cuves de pétroliers géants. Et ici, ben voilà, il y a le climat. Hein. Je mets qu'en dernier le climat. Et le climat dans l'océan, c'est pas que la température qui augmente, c'est aussi, bien sûr, la remontée du niveau des eaux qu'on évoquait tout à l'heure. Donc tout ça mis bout à bout fait que l'humain crée des conditions aujourd'hui, effectivement, qui sont préoccupantes. Que dit l'IUCN ? En 4 siècles, seraient disparues 900 espèces sur les continents et seulement 18 en mer. Pourquoi si peu en mer ? Simplement parce que, bon, d'abord, il faut être assez présomptueux pour un scientifique pour dire qu'une espèce a disparu de l'océan. On ne sait rien. Hein. Il reste peut-être un aux Bermudes, aux Galapagos. Donc, ce n'est pas un bon critère dans l'océan, le taux d'extinction. Il vaut mieux prendre les taux d'effondrement des stocks. C'est beaucoup plus intéressant. Et là, que ce qu'on connaît, c'est beaucoup plus que ça. Hein. On ne connaît pas les nématodes. Il y a beaucoup d'insectes qu'on ne connaissait absolument pas, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il faut protéger ? Ceci, ça, c'est les ONG, le WWF, Greenpeace. On veut sauver ça, effectivement. Hein. De toute façon, ils me disent, si on ne veut pas sauver ça, on n'aura pas de sous. Si je veux sauver la puce des Bermudes, je n'aurai pas un rond. Donc, je préfère sauver le tigre et le panda, on est d'accord ? Et les scientifiques, ils se battent pour sauver le vrac, hein, tout. Et même, j'ai mis une puce, vous voyez un peu, hein, ça c'est vraiment pour provoquer. Il faut sauver le vrac. Et tout ça lié à une espèce qui s'est mise à pulluler. Plage de Bagnols-sur-Mer le 20 août. Là, vous avez des Belges, des Hollandais, des Allemands, des Parisiens, qui se précipitent, qui économisent 6 mois de l'année pour venir passer 15 jours sur la plage.
et à 18h10, se baigner dans une eau infestée de streptocoque fécaux, je vous raconte pas, hein, quand on voyait la pression humaine dans la flotte, ça c'est le fantasme d'Homo sapiens. Ça. On adore faire ça. Donc ça pose des questions intéressantes, bien sûr, au niveau de la réflexion que l'on pourrait avoir, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a deux types de solutions. On fait des conférences. On est très bon pour faire des conférences. Conférence de Rio en 92, on invente la Convention sur la diversité biologique. Conférence de Johannesburg, on a le culot de dire qu'on s'engage pour 2010 à faire arrêter l'érosion de la biodiversité. Je ne raconte pas si on a réussi. Conférence du président Chirac, ensuite à Paris, en janvier. Ensuite, la conférence de l'UNESCO qui reconnaît en 2010 qu'on a tout raté. Et ça, c'est l'humain. On dit, bah, écoutez, on a tout raté. On repose l'échéance à 2020. Alors là, je leur ai dit, j'ouvrais la conférence ce jour-là, c'était les 25 et 26 janvier 2010. Je leur ai dit, écoutez, c'est intéressant votre truc, mais expliquez-moi comment vous allez réussir quelque chose qu'on a complètement raté entre 2002 et 2010. On va le réussir entre 2010 et 2020, bien sûr. Et en 2014, c'est pas mieux. Donc je ne sais pas si on va réussir à la dernière semaine de 2019. La question est vraiment posée, bien sûr. Et les conférences de Rio l'an dernier, on a oublié la biodiversité, on a oublié l'océan. Et les conférences environnementales du président Hollande depuis 2 ans. Bon, on discute. Quelle gouvernance pour réussir ensemble? Chantal Joanneau ouvrait la conférence à l'époque à Chamonix. Et là, on a eu un vrai discours intéressant avec Jean-Claude Amezen. Hein, donc, on a vraiment reposé le débat. Mais les décrets d'application ne sortent pas, finalement. Donc, il faut aller plus loin, plus vite. Et pour ça, il faut un effort commun. Ce n'est pas la question de crier à haro sur le monde politique. Ce n'est pas du tout mon propos. On est de responsabiliser les gens. C'est la question de se prendre en main la société civile, le monde associatif, la recherche fondamentale, la recherche finalisée, ça se suit, le monde de l'ingénieur et l'entreprise. Parce que les humains, ils créent des emplois, c'est les entreprises qui créent des emplois. Hein. Ça veut dire qu'on est dans un système aujourd'hui où tout ça doit travailler dans le même sens pour effectivement changer dans un sens différent de ce qu'on fait aujourd'hui. Alors voilà, pour terminer, je vais arriver au biomimétisme. Prévoir à long terme, quels sont les problèmes? Climat, accès à l'eau, gestion des déchets spatiaux, je ne vous raconte pas ce qu'on a au-dessus de la tête, hein, c'est considérable. Gestion des déchets nucléaires, stockage du CO2, évolution de la biodiversité, quel mode de gouvernance. Et pour ça sort un livre, il y a quelques années, un petit peu avant 2000, d'une américaine qui s'appelle Janine Benyus, et qui a Biomimicry, où elle raconte l'histoire justement de gens qui ont eu l'idée d'aller regarder comment fonctionnait la nature, comment la nature avait réagi à des agressions, comment elle avait solutionné des problèmes, plutôt que de tout vouloir réinventer. L'innovation inspirée, je préfère inspiration que mimée, par la nature. Et c'est là que va démarrer ces histoires. Elles avaient démarré bien avant, hein, mais on va un petit peu les organiser à partir de ce moment-là, dans différents pays. Pas beaucoup en France, malheureusement, très peu en France. Voilà, c'est ça la bioinspiration. C'est une approche consistant à étudier la nature, sous toutes ses formes, animaux, plantes. N'oublions jamais les micro-organismes. On est d'abord un monde de bactéries, bien avant le reste. Écosystème, bien sûr, aussi. Et à en tirer des développements technologiques. On s'en inspire afin de concevoir des matériaux, des procédés, des stratégies novateurs au service de l'humain, moins polluants, moins consommateurs d'énergie, recyclables, plus sûrs, de meilleure qualité et à moindre coût. Tout est là, en fait. Hein. C'est ça l'idée. Alors, ce n'est ni une discipline scientifique, ni une science. C'est pas ça du tout. Hein. C'est une philosophie ou une approche de quelque chose. Donc, on va mettre bout à bout beaucoup de connaissances que l'on a et on va les utiliser pour faire mieux. Il faut toutes les sciences, hein, sciences de l'ingénieur, de l'architecture, c'est très important, des chimistes, des mathématiciens, des biologistes, des écologues, mais aussi des sciences sociales, des sciences humaines. On a un colloque à Paris, au Collège de France, au début du mois de juin, où pour la première fois, les sciences humaines et sociales s'emparent de la question. On a 2 jours de réflexion sur bio-inspiration et sciences sociales, qu'on aurait avec des philosophes et des linguistes. On va réfléchir, parce que pour l'instant, c'est plutôt une affaire de chimistes, de mathématiciens, de biologistes hein, et d'écologues. Ça devient en ce moment l'objet de sociologie, d'anthropologie, d'économie et même de philosophie aujourd'hui. Voilà. Ça, qui disait ça? Léonard de Vinci. Voilà ses premiers schémas d'avion, si ce n'est pas inspiré des chauves-souris. Donc c'est vrai que là, le premier avion de Clément Ader, c'est vraiment une chauve-souris. Donc là, vous avez une idée d'aller... Au lieu de tout vouloir réinventer, il y a deux stratégies. Hein. Soit on veut tout réinventer, et ce sont les OGM. Ce sont aussi, bien sûr, ce qu'on appelle la biologie synthétique, la biologie de synthèse, hein, où des gens veulent recréer des êtres vivants en disant on élimine tout ce qu'elle a. Et moi, ils jouent à Dieu, les types, en fait. Nous, il y a des scientistes qui s'y prêtent aussi, des scientifiques qui sont là-dessus. Hein. Je vais recréer la vie en recréant mes bactéries, alors on me dit oui, l'Amazonie, elle s'en va. Ouais, tu veux garder des bestioles, laquelle tu aimes le jaguar? Bon, je te clone le jaguar. Puis il me dit, oui, mais tu voudras pas que je le relâche dans la nature, parce que c'est un clone, on le mettra dans un zoo. Ça n'a pas de sens. On va cloner quoi? 3, 4, 5 individus. C'est pas comme ça qu'on refait vivre une espèce. Avec toute sa plasticité. Il y a un mot magique, c'est le mot homéostasie.
c'est tout ce que vous faites au sein de votre organisme pour garder une continuité. Ça, il faut des centaines de millions d'années pour faire ça. C'est ça que l'arrogance est totale, bien sûr, c'est ces gens qui veulent tout réinventer par rapport justement au système bio-aspiré. On a beaucoup plus d'humilité, on regarde, on scrute, on aime, et on ne mime pas. On n'imite pas. On s'inspire quand ça vaut le coup, parce que ce n'est pas toujours le cas. Alors moi, je travaille beaucoup avec les cosmétiques, et là, c'est clair, ils me disent, moi, les cosmétiques, ma cible, c'est la peau de la femme de 50 ans. Très bien. Donc je reprends la peau de la femme de 50 ans, je suis endocrinologue, je me plonge dessus, je regarde ce qu'on fait, et je raconte à travers l'histoire du vieillissement de la peau d'une femme, l'histoire de la santé des océans, avec les phases qui sont hydrosolubles, qui sont liposolubles, huile et eau, et on reconstruit un système, et on met au point des produits qui sont intéressants à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, en s'inspirant de systèmes justement qui viennent du système vivant. Alors, on sort aussi des molécules d'intérêt. Si je prends l'océan, parce que je suis un marin, il y a 25 000 médicaments sortent de l'océan. Anticancéreux, antibiotiques, antiviraux, antichampignons, immunostimulants, facteurs de croissance. Tout ça vient souvent des éponges marines. Pourquoi des éponges? Parce qu'elles sont sessiles. L'éponge, quand elle a fait ses bébés, ils vont nager dans l'océan pendant quelques temps, puis ils se fixent. Après, ils ne bougent plus. C'est comme un arbre. Quand ça ne va pas, supposez-nous ici dans cette pièce, ça ne va pas tout d'un coup, il fait trop chaud, trop froid, ça sent vraiment pas bon, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va. L'éponge, elle ne peut pas faire ça. Donc en 800 millions d'années, elle a inventé un tas de substances qu'on appelle des défensines, de réponse à des changements. C'est ça les médicaments de demain pour les humains. C'est plus les antibiotiques. Puis des modèles pour la recherche. Metchnikov a le prix Nobel en 1908 pour sa découverte de la phagocytose, une grosse cellule qui mange une petite grâce à l'étoile de mer. Charles Richet découvre le choc anaphylactique en 1913, il a le prix Nobel. C'est le seul prix Nobel obtenu à Monaco, d'ailleurs. On avait fait une belle conférence à Monaco en novembre dernier. Je faisais une conférence pour célébrer le centenaire du seul prix Nobel de médecine obtenu par Monaco, grâce à Charles Richet, qui, à partir de venin de méduse sur des chiens, découvre le choc anaphylactique, où une toute petite dose de venin foudroie le chien, alors qu'il avait montré les effets dose-réponse auparavant. Il en fallait beaucoup plus que ça. Après, von Warburg à Roscoff, lui, a le prix Nobel pour ses travaux sur les oursins. Il découvre pourquoi dans un ovocyte de femelle ne rentre qu'un seul spermatozoïde pour éviter la polyspermie, grâce à l'oursin. Un très beau prix Nobel en 1963, Huxley, Hodgkin et collègues britanniques découvrent la transmission de l'influx nerveux grâce à un cadeau des dieux de la biodiversité. Le nerf de calmar est 1000 fois plus grand en section qu'un nerf humain. Candles, il travaille sur Alzheimer, il a le prix Nobel en 2000, et lui découvre les bases moléculaires de la mémoire grâce à des limaces de mer. Timothy Hunt, c'est pas rien du tout, il lui découvre la molécule clé du cancer. C'est un couple de ces deux molécules, c'est la kinase et une cycline, qui se mettent à faire sur une cellule qui ne devait pas se diviser, une décision de redivision, c'est ça la cancérisation. Et il trouve ça grâce à l'étoile de mer. Shimomura, ce sont les protéines de fluorescence verte de méduse ou rouge. Et enfin, le trio Szostak, Blackburn et Greider, en 2009, a le prix Nobel parce qu'ils trouvent à partir d'un tout petit truc qui vit dans les flaques d'eau, qui s'appelle tétrahyména, les mécanismes profonds du vieillissement. Pourquoi on vieillit, comment on vieillit. Donc là, vous avez des modèles absolument fabuleux. Si on tue la biodiversité, ça disparaît. Et voilà pourquoi la question qu'on me pose souvent, alors on éradique tout ce qui ne sert à rien, je ne sais pas ce qui va servir demain, je n'en sais absolument rien. D'abord, on ne sait pas faire. Exemple intéressant aussi de système qu'on utilise beaucoup, maintenant, c'est de régénérer des os. Vous avez un fémur ici, après des fractures ouvertes vraiment très traumatisantes, grâce à de la coquille de nacre ou à du corail. Là, je vous montre sur des os ici, la régénération osseuse autour d'une fracture, ici, là, grâce effectivement à des éléments de coquille de huîtres perlières du Pacifique. Vous avez vraiment on dit même que c'est plus résistant qu'auparavant. Au lieu de mettre du plastique ou de la ferraille, on va chercher des mécanismes, des matériaux vivants, qui en plus sont vivants, ils produisent des facteurs de croissance eux-mêmes. En bioaspiration, vraiment plus classique, mon collègue va vous en parler mieux que moi, on peut s'inspirer des formes, des mécanismes, des relations durables établies. C'est là que je pense que je suis le plus séduisant pour les entreprises aujourd'hui, parce que beaucoup n'y croient pas tellement. Sauf que vous allez voir qu'au niveau des mécanismes et des matériaux, on peut faire des choses, bien sûr. Et très grande interdisciplinarité. Il faut beaucoup d'humilité, pas d'arrogance, beaucoup plus de partage, beaucoup plus de respect. Donc on revient également à des valeurs humaines très différentes du principe actuel qui consiste à faire de la richesse, gagner de l'argent, en détruisant les écosystèmes, en les surexploitant. Comment demain on passe d'une économie anthropocentrée à une économie écocentrée? Ou demain on fera de l'argent, on créera des emplois, tout de suite, en ne détruisant pas les écosystèmes, en utilisant la renouvelabilité du vivant et sans la surexploiter. Le défi, il est là aujourd'hui. Alors voilà, ça c'est des exemples très, très, très classiques. Les trains japonais qui non seulement se sont
inspiré de la tête du martin pêcheur avec son bec pour aller très vite, et percer l'air avec les CX. Mais surtout, ça faisait beaucoup de bruit. Pour diminuer le bruit, eh bien, ils se sont inspirés effectivement de l'organisation des plumes des rapaces nocturnes, parce que lui, s'il fait du bruit, il bouffe pas. Hein. Il n'existerait pas. Hein. La musaraigne, elle serait barrée depuis longtemps. Hein. S'il veut manger, il faut arriver dessus sans faire de bruit. Eh bien, on s'inspire de ça. Il y a un avion magnifique, un Airbus que me montrait Monsieur le maire tout à l'heure, là. Vous avez vu ces bouts des ailes relevées, totalement inspirés des oiseaux. Alors, on a fait un colloque au muséum, il y a maintenant 2 ans, qui s'appelait Recherche bio-inspirée, où on avait réuni des chercheurs, des entreprises, des ONG, très intéressant, où on a parlé justement des recherches bio-inspirées qu'on estimait comme une bonne opportunité pour la transition écologique. Et j'ai encore rencontré Ségolène Royal cette semaine, avant-hier, et donc elle est très intéressée par ces questions particulières pour lancer des travaux là-dessus. Et tout à l'heure, on vous parlera du projet de Senlis, qui est un joli exemple d'application pratique de ce qu'on pourrait faire. Donc on prend l'inspiration soit dans les écosystèmes continentaux, soit dans les écosystèmes marins, bien sûr. Il n'y a pas d'exemple. La patte du gecko, les pré-avions inspirés des chauves-souris ou des oiseaux, Clément Ader, la bardane et la bande velcro, une éponge marine qui permet d'imaginer des bétons beaucoup plus légers, beaucoup plus souples, beaucoup moins cassants et surtout beaucoup, beaucoup moins lourds et beaucoup mieux résistants au séisme, par exemple. Toile d'araignée. La colle de moule avec des colles chirurgicales et beaucoup aussi l'économie circulaire où on s'inspire de systèmes vivants. La nature a un intérêt, elle ne maximise jamais. L'humain adore maximiser des profits. Je veux beaucoup d'argent tout de suite et être très riche. Chaque fois qu'on fait ça, on appauvrit tout le système de la Terre, en fait. C'est ça le problème aujourd'hui. Hein. Quelques-uns gagnent beaucoup d'argent très vite, on appauvrit le tout. La nature fait jamais ça. Elle optimise à des coûts d'énergie vraiment absolument les plus bas possibles. Ça serait bien peut-être de s'en inspirer, bien sûr. Alors, les ailes d'avion relevées, on l'a vu tout à l'heure. Les combinaisons de plongée, on a beaucoup parlé de natation inspirée des peaux de requin. D'autres aspects intéressants de la peau de requin. Vous avez les couleurs également physiques d'un charançon. Les sucres de plantes qui permettent justement d'éviter de jouer sur les points de congélation. On peut faire aussi de la géo-inspiration. Ça, ce sont des minéraux indiens qui bouent. Les oiseaux que j'évoquais tout à l'heure. Il y a toute une série d'exemples qu'on va vous développer qui vous montrent que c'est super intéressant. C'est déjà parti, bien sûr, depuis quelque temps. Voilà, c'est ma dernière image. Pourquoi s'en priver finalement? Fabuleuse source d'innovation. Ce n'est ni une science ni une discipline. État d'esprit, approche, philosophie. Elle exige la conjonction des efforts de la recherche fondamentale, ça j'y sais beaucoup, des sciences de l'ingénieur et de l'entreprise. Et c'est là effectivement que la France n'était pas tellement bien placée pour faire ça. Ça commence un petit peu à avancer. Ce petit coléoptère du désert de Namibie, tous les matins, lève le derrière comme ça au soleil et il condense une goutte d'eau dans un désert où il ne pleut jamais. Et il a sa réserve d'eau pour la journée. Et il fait ça depuis la nuit des temps. La termitière. Donc tout ceci, on va le reprendre dans un colloque qu'on organise au Collège de France jeudi et vendredi prochain, c'est ouvert à tous. Vous pouvez y venir. Hein, et qui s'appelle justement « L'homme peut-il s'adapter à lui-même ?» C'est la question que je pose. Hein, où on va discuter justement des façons que l'on a aujourd'hui. Non pas continuer à faire un état de la planète, mais beaucoup plus pour préciser effectivement ce qu'il faut faire. Vers quoi va-t-on? Cette jeune fille, elle a 15 ans, elle fait ses courses en Namibie. Je ne sais pas où elle met sa carte de crédit. En tout cas, elle achète de la flotte française dans des bouteilles qui relarguent des perturbateurs endocriniens. Ça s'appelle la mondialisation. Et celui-là, je l'aime beaucoup. C'est un crâne qu'on avait trouvé au Canada, dans les îles de la Reine Charlotte, au nord de Vancouver. On avait ouvert un cimetière amérindien. Ils avaient fait ça, puis ils avaient jeté le crâne. Et Dame Nature a fait reposer de la mousse sur le crâne. Alors, je suis un biologiste, je gratouille tout le temps. Je gratouille ce crâne, ça grouille de bestioles. Acariens, tardigrades, coléoptères. Mais l'humain qui est en dessous est peut tellement capable de travailler sur la biodiversité. Donc il faut qu'on fasse attention. Et je pense que la bio-inspiration est un joli aspect de ce qu'on pourrait développer pour vivre en bien meilleure harmonie avec notre environnement. Voilà, je vous remercie. Bravo et merci beaucoup, c'était passionnant, une très belle histoire de la vie que vous nous avez racontée. Moi j'ai beaucoup aimé de voir que la biodiversité était dans le vin, dans le fromage. Voilà, ouais, donc ça, pour les sceptiques, ça peut nous réconcilier avec elle. Voilà. Ce soir, ouais, non mais ce soir je boirai à votre santé. Voilà, je me dirais, je bois de la biodiversité, c'est formidable. À Collioure. Il y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Finalement, vous donniez l'exemple des moustiques. Donc, l'homme, finalement, a créé indirectement une sorte de moustique qui vivait dans le métro. Et on peut se poser la question, donc, est-ce que la ville, finalement, ne peut pas être une valeur ajoutée? Pourquoi pas?
pourquoi, après tout, la ville ne pourrait pas être une valeur ajoutée pour la biodiversité, pour notre environnement? Comment la repenser pour qu'elle en soit une? Ce qui est très grave, en tout cas, c'est de considérer la ville comme un système hors nature. Ça n'a pas de sens. La ville est un système. On fait maintenant de l'écologie urbaine, de la biologie urbaine. Il faut bien. Les humains vivent dans la ville. Demain, on aura 80% d'humains dans les villes. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on regarde ça de très près. Comment le vivant se réapproprie la ville. On arrive à des paradoxes. Par exemple, le miel que l'on fait en plein Paris au Jardin des Plantes est de bien meilleure qualité que les miels de la périphérie parisienne, des plaines de la Brie ou de la Beauce, par exemple, parce qu'il n'y a pas de pesticides. Donc, vous voyez que... bien sûr, il y a beaucoup... Alors évidemment, on ne fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a beaucoup moins d'espèces à Paris que dans une jungle du Kalimantan. Ça, on est bien d'accord. Ou dans une forêt de Colombie. N'empêche qu'il faut regarder ça un petit peu différemment. Et la ville est un fabuleux terrain pour faire de l'appel citoyen. Je n'ai pas parlé des sciences participatives qu'on développe beaucoup au muséum. C'est que chaque citoyen participe à un projet. Et on a lancé Sauvage de ma rue il y a 3 ans maintenant, qui marche très très bien. Tous les gens qui tous les jours voient une petite plante, on nous la signale. Alors, pas de pesticides, pas d'insecticides dans les villes. Faire de la production également sur les toits des villes. Faire l'inverse d'Alais, ramener un peu de nature effectivement à Paris. Nous, on regarde sur les flux des hyménoptères, des abeilles. C'est très différent entre la ville et ce qui est à côté. C'est très très intéressant d'ailleurs. C'est pas aussi vide que cela. Et l'inverse, moi je me rappelle ce groupe de rock australien chez des jeunes tellement mal dans leur peau, qui chantait ce groupe de rock, je tue, je tue, je tue, tout ce qui est vert, j'écrase tout ce qui est vert. Je ne veux que du béton, du béton, du béton. C'est le plus terrible mal-être qu'on puisse imaginer, en fait. Et ça, c'est pas soutenable, ça, évidemment. Très bien, je vous remercie. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur. Oui, pourquoi encourage-t-on la reproduction humaine vers les 10 milliards, etc. Pourquoi on n'a pas une sagesse mondiale ou quelqu'un qui va dire arrêtez de vous reproduire, à n'en plus finir? Puisque le problème vient de là, finalement. Personne ne l'encourage. Ou alors s'il parle des pratiques sociales en payant des allocations. Alors, il y a des pays où vous payez une taxe quand vous avez des enfants. Alors ça, effectivement, c'est assez productif sur le seul pays, finalement, qui a pris une décision qui l'a fait, c'est la Chine. Mais je regarde en Chine, quand même, aujourd'hui, c'était un enfant par femme, c'est 1,5. Ça veut dire que même en Chine, où il y a vraiment eu des mesures d'État pour empêcher les naissances, elles sont à 1,5. Et aujourd'hui, ils sont en train de libéraliser la situation. On a des cas fabuleux. Le Nigeria, 400 millions d'habitants bientôt. L'Inde va dépasser la Chine, c'est sûr. Mais là-dessus, si vous voulez le dire, c'est très clair. On le dit quand même très clairement. En Inde, personne n'encourage les femmes à faire des enfants. C'est un problème de structure sociale aussi. Il n'y a pas d'allocation familiale. Il n'y en a pas au Nigeria. Il n'y en a pas dans beaucoup de pays de la planète. Ça veut dire que, bien sûr qu'il faut qu'on prenne des mesures, mais elles ne sont pas évidentes à mettre en place. Il y a encore des pays où j'ai vu j'ai vu des cas extrêmes récemment de femmes avec qui je discutais qui n'ont jamais eu de règles de leur vie. Parce qu'elles étaient enceintes à 13 ans et elles sont ménopausées à 55 en n'ayant que des enfants. Donc ça, bien sûr, ça s'atténue. Donc on voit quand même que ça s'atténue un petit peu. C'est un vrai problème, bien sûr. 7 milliards de manœuvres. Mais on le reconnaît tous. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir un mouvement mondial et comment on fait ? En plus, il y a des pratiques sociales terribles parce qu'on montre que finalement, on fait beaucoup d'enfants dans des systèmes sociaux qui sont plutôt défavorisés. On en fait moins quand on est dans des systèmes favorisés. Alors après, les Américains, qui sont très pragmatiques, avaient regardé si les Américains riches étaient moins féconds que les pas riches. Non, c'est une pratique en fait de vie en fait. Mais c'est une vraie question, bien sûr. Les pratiques religieuses après aussi qui sont très compliquées à reprendre, ça c'est sûr que... Mais de toute façon, je pense franchement qu'on est en train de voir les frémissements de la courbe qui va... Donc on va monter peut-être 9, 10 et après on va descendre. Mais alors la question, est-ce que la planète peut alimenter 10 milliards d'humains? Probablement oui, avec les rendements actuels agricoles. C'est pas sûr demain avec le changement climatique. Et surtout, l'énorme problème, c'est la répartition, bien sûr. Aujourd'hui, vous avez 80% des ressources qui sont gérées et consommées par 20% des humains. Ça, c'est pas soutenable, bien sûr. Je vous propose 5 minutes de pause. Et puis après, on va donner la parole à Olivier Allard, qui fera une introduction donc, sur le biomimétisme, qui vous expliquera ce qu'est le biomimétisme.